il y aurait des sorcières parmi les villageois. Au fil des mois, les accusations vont se multiplier. Elles mèneront à des procès, et ces procès à des condamnations. L'affaire laissera des traces dans les mémoires américaines, à tel point qu'encore aujourd'hui, le nom de Salem évoque ce scandale retentissant. Alors, que s'est-il réellement passé ? Je vous invite donc à vous installer confortablement, prendre quelque chose à boire ou quelque chose à manger sous un petit plaid, et dans la nuit de préférence. Alors, pour recontextualiser un petit peu toute cette histoire, il faut déjà voir dans quelle époque on se situe. À cette époque, on se situe au XVIIe siècle. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était assez compliqué, la vie quand même, c'était une époque assez misérable. Les soins étaient mauvais, on avait meilleur temps donc de se soigner par ses propres moyens que d'appeler un médecin, car les médecins n'étaient pas du tout qualifiés, donc on avait beaucoup plus de chances de mourir en contactant un médecin. Il faut aussi se rendre compte qu'on était dans des périodes d'épidémies. En fait, c'était les épidémies de la peste entre le XVI et le XVIIe siècle. Il faut se rendre compte qu'au XVIIe siècle, il y a à peu près 20% de la population européenne qui en est décédée. Donc c'est quand même assez énorme. En Amérique du Nord également, il y a eu beaucoup de pandémies, d'épidémies de peste. Et on disait même à cette époque, à la fin du XVIIe siècle, en Amérique du Nord, que Satan rôdait sur Terre et qu'il y était très actif. On recherchait donc peut-être un peu un coupable, quelqu'un sur qui reposaient en fait tous ces malheurs, tout ce qui se passait, et c'est peut-être pour ça que c'était une époque autant tendue. À cette époque, il y avait également beaucoup d'accusations de sorcellerie pour des sorcières, c'était majoritairement des femmes qui étaient accusées de sorcellerie. Il y a eu quelques hommes qui ont été accusés de sorcellerie, mais ça reste quand même une très grande minorité. On accusait une femme de sorcière pour des choses très banales entre guillemets. Il suffisait en fait d'être un peu en marge de la société, d'être un peu à part, de vivre une vie un peu d'ermite ou même de vivre une vie solitaire pour qu'on se fasse accuser de sorcellerie. Mais également, si on voit un peu des fois ces vieilles folles ou comme ça, dès qu'elles étaient un petit peu à part de la société, elles étaient accusées de sorcellerie. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait aussi également, par exemple, quand entre femmes, les jalousies entre femmes, quand une femme trouvait une autre plus belle qu'elle, elle l'accusait de sorcellerie, ou quand un homme voulait typiquement se débarrasser de sa femme, il allait l'accuser de sorcellerie. Donc revenons-en à notre histoire. Il faut savoir qu'à cette époque, il existe deux Salem. Salem Town et Salem Village. Salem Town, c'est une petite ville portuaire en fait qui vit du commerce de la mer, tout simplement, et à ce jour, quand on parle de Salem, Salem Town est la seule ville à s'appeler Salem. Ensuite, il y a Salem Village. Salem Village, c'est une petite ville puritaine. Les puritains sont une communauté protestante. Les protestants, en fait, c'est une branche du christianisme qui vivent de l'agriculture et qui vivent vraiment entre eux. C'est vraiment une communauté très fermée. Donc ils vivent entre eux, ils vont à l'église entre eux, ils ne se mélangent pas du tout aux autres. Et aujourd'hui, Salem Village se nomme Danvers. L'histoire des procès de Salem commence avec le révérend Parris. Le révérend Parris, révérend, c'est une sorte de prêtre protestant qui a le droit de se marier et d'avoir des enfants. Il vient donc s'installer dans Salem Village avec sa femme, sa fille qui se nomme Elizabeth, qui a à cette époque-là 9 ans, et sa nièce Abigail, qui a à cette époque 11 ans, ainsi qu'avec leurs deux serviteurs, John et Tituba Indian. On ne connaît pas les origines exactes de Tituba Indian, mais on sait qu'elle pratique des rites magiques des Antilles, et dont les deux petites filles de la maison étaient totalement fascinées, et on pense même qu'elle leur avait enseigné le vaudou. Tituba prédisait également l'avenir aux jeunes filles et aux jeunes femmes de la communauté à l'aide d'une boule de cristal qu'elle avait faite elle-même avec l'aide d'un œuf et d'un miroir. Les questions des jeunes filles de cette époque, c'était majoritairement sur leurs futurs maris, sur leurs futurs emplois, c'est ce qui les intéressait vraiment à cette époque. Mais un jour, Abigail, en voyant le reflet de la boule de cristal, y a vu un cercueil. Et elle et Elisabeth ont été totalement terrifiées en fait d'avoir vu ça, parce qu'à l'époque, encore même aujourd'hui, dans tout ce qui est de la religion, la divination,
c'est un acte qui est interdit, c'est un péché. Et pour elles, ça pouvait dire qu'une seule chose, en fait, elles étaient damnées. En janvier 1962, Elizabeth et Abigail, elles ont commencé à avoir une attitude étrange, elles pleuraient sans raison, elles étaient agressives et quand le révérend leur faisait une remarque, elles répondaient par des grognements ou par des cris. Et très vite, en fait, il y a des autres symptômes qui ont fini par apparaître. Elles avaient des sortes de crises, de transe, elles hurlaient, leur corps se crispait, elles rampaient sous les meubles, elles grognaient, elles hurlaient. Et la panique, elle a vite commencé à envahir la famille. Elle disait qu'elles se faisaient pincer, mais il n'y avait jamais aucune marque qui a été relevée sur leur corps. Ensuite, petit à petit, ces crises, elles ont commencé à s'étendre en fait à d'autres jeunes filles du village. Et la panique, elle a un peu envahi le village à cette époque parce qu'on se demandait si c'était une épidémie, si c'était une maladie. Et tout le monde a commencé à être un peu à cran. Comme dit précédemment, les médecins qui ont été consultés étaient incapables de dire de quoi ça venait, puisqu'à cette époque, ils n'avaient justement pas de formation, c'était pas des médecins. Et comme ils n'avaient pas de réponse en fait à leurs mots, ils en ont tout simplement déduit que c'était une possession démoniaque. Et plus ça continuait, en fait, plus le révérend Paris et les gens influents de la communauté mettaient la pression sur les filles et voulaient savoir de qui ça venait, en fait. Qui vous fait ça? Et les filles ne disaient rien jusqu'au jour où des noms ont fini par sortir. Et suite à cette crise, en fait, il y a 3 noms qui sont sortis. Le nom de Tituba, donc la servante du révérend Paris, ainsi que Sarah Good et Sarah Hobson. Ces 2 femmes étaient des mendiantes, des SDF, des femmes pauvres, justement en marge de la société. Le 29 février 1962, les 3 femmes ont donc été amenées au tribunal pour sorcellerie, pour condamnation contre sorcellerie. Et il y a d'abord Sarah Good et Sarah Hobson qui sont arrivées dans la salle de comparution et à ce moment-là les filles les jeunes filles du village ont commencé à se tortiller, à dire qu'elles se faisaient pincer par leur spectre en fait. Et à l'époque quand on disait qu'on voyait le spectre de quelqu'un, c'était automatiquement qu'il avait fait un pacte avec le diable. Bien entendu, les 2 femmes ont nié les faits. Elles ont toujours nié et ont toujours dit qu'elles n'avaient jamais pactisé avec le diable et que ce n'étaient pas des sorcières. Mais lorsque vint le tour de Tituba, toutes les jeunes filles de la pièce qui étaient affligées en fait par ces crises ont commencé à se tortiller de plus belle. Un beau cinéma, j'ai envie de dire. Et quand on demandait à Tituba si c'était une sorcière, elle a répondu que le diable était venu la visiter et lui avait demandé de le servir. Suite à ça, elle a commencé à expliquer les sabbats auxquels elle participait en donnant beaucoup de détails. Et encore aujourd'hui, on se demande si elle a avoué parce que c'était vrai ou parce qu'à l'époque, quand on niait être une sorcière, généralement on se faisait torturer jusqu'à ce qu'on avoue peut-être quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc peut-être elle a été intelligente en disant que oui, c'était une sorcière comme pour ne pas se faire torturer. Les 3 femmes furent officiellement incarcérées pour sorcellerie le 1er mars 1962 et elles ont été amenées à la prison de Boston pour être interrogées. Mais malgré l'incarcération des 3 femmes et les nombreuses prières de la communauté, les crises ne se sont pas arrangées en fait. Et après ça, on a décidé que toutes les présumées responsables seraient jetées en prison, en fait, seraient arrêtées. Et dès lors, les arrestations se sont succédées. Et à cette période, en fait, lors de cette période d'arrestation, pour savoir si une femme était une sorcière, lorsqu'une femme était accusée de sorcellerie, on allait fouiller sa maison en quête d'un almanach, d'un livre qui aurait pu contenir des rites occultes, mais pas que ça, hein, c'était aussi des horoscopes, des pommades, des remèdes naturels. Et dès qu'on trouvait ça chez elle, la femme était arrêtée, mais on leur cherchait aussi une marque sur le corps, la marque du diable. Et si il n'y avait pas de marque sur le corps de la femme qui était arrêtée, on disait tout simplement qu'elle était invisible. Pour vous rendre compte, en fait, de l'énormité de la chose, en juin, il y avait déjà 70 personnes qui ont été arrêtées. Donc en 3 mois, 70 personnes se sont fait arrêter pour sorcellerie.
Les grands procès de Salem, ils ont débuté le 2 juin 62 et lors de ces procès, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule femme qui a été relâchée. À partir de ce moment-là, toutes les séances se terminaient par la condamnation à mort, sauf pour les femmes qui dénonçaient d'autres suspects potentiels. Donc il faut quand même bien se rendre compte que c'était un peu un cercle vicieux, un cercle infernal vraiment. On était dénoncé, pour ne pas être condamné à mort, on dénonçait quelqu'un d'autre. Donc les dénonciations, elles ont continué pendant un bon moment encore. Et quand je vous dis que ça a duré un bon moment, c'est que ça a duré jusqu'en 1693, donc les procès ont duré plus de 6 mois. Et à partir de 1693, un nouveau procès a été ouvert pour juger toutes les femmes qui étaient encore en prison. Et pour ce procès-ci, à part 3 femmes qui ont été relâchées, toutes les autres ont été condamnées à mort. Une partie des femmes étaient déjà mortes en prison parce qu'on se rend bien compte qu'à cette époque-là, les prisons, c'était pas les prisons d'aujourd'hui. On était dans le froid, il n'y avait pas de chauffage, on était mal nourris, on était torturés. Donc c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour faire un peu un récapitulatif, durant toute l'année 1692, il y a plus de 200 personnes qui ont été arrêtées pour suspicion de sorcellerie. Donc en tout et pour tout, il y a eu une trentaine de femmes qui ont été condamnées à mort, donc des femmes qui ont été pendues, puisqu'à l'époque, les sorcières étaient soit pendues, soit brûlées vives. Mais aux États-Unis, les sorcières étaient pendues. Et quelques temps après toute cette histoire, les 2 fillettes, donc Elizabeth et Abigail, ont dit qu'elles avaient inventé cette histoire. Et qu'au passage, elles avaient fait ça pour s'amuser. Suite à tout ça, en fait, le révérend Parris, il a vraiment été considéré comme la personne responsable de ce carnage, en fait, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Donc, la question se pose maintenant, est-ce que c'était quelque chose qui a été inventé par 2 fillettes qui n'avaient probablement rien d'autre à faire, ou est-ce que cette histoire était vraie? Voilà, c'est la fin de l'histoire des procès de Salem. J'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Si vous avez des idées pour un prochain thème, je suis preneuse, et en espérant vous retrouver tout bientôt, ciao ciao, bisous.